Bonjour, bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène de Commer, rédactrice en chef de Slate, et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Bonjour Hélène. La trêve entre Israël et le Hamas a déjà volé en éclats. Elle n'aura duré que 2 mois. Ce lundi 17 mars, l'État hébreu a bombardé, de manière particulièrement intensive, la bande de Gaza. Le bilan est lourd, au moins 500 Palestiniens tués selon la défense civile de Gaza, dont 190 enfants. En riposte, le Hamas a tiré des roquettes en direction de Tel Aviv. Ce qu'Israël reproche au Hamas, c'est de refuser de libérer les otages restants du 7 octobre 2023. Les négociations ne se dérouleront désormais que sous le feu, a assuré Benyamin Netanyahou. Et hier jeudi, des troupes au sol israéliennes sont à nouveau entrées dans Gaza, dans la zone de Rafah, pour y mener des opérations terrestres. Alain Frachon, on se croirait revenu 2 mois en arrière là. Comment expliquer cette rupture de la trêve ? Une rupture brutale, inattendue peut-être, ou pas, c'est ce que vous allez nous dire ? Rupture attendue. Comme c'est souvent le cas avec ces plans qui sont planifiés, première partie, deuxième partie, troisième partie. Donc là, tout le monde a respecté la phase 1 d'un cessez-le-feu qui avait été préparé par les 2 administrations, par l'administration Biden et puis par l'administration Trump. En même temps, dans une coopération assez admirable, ça a été signé donc au Qatar. Les otages qui devaient être libérés ont été libérés. Les Palestiniens, en échange, ont obtenu aussi l'élargissement de nombreux Palestiniens. Et le cessez-le-feu a à peu près été respecté. Ça durait jusqu'au 1er mars, comme vous l'avez dit. Entrait la deuxième phase. Sur la deuxième phase, tout le monde, dès l'annonce de ce plan, tout le monde a dit qu'il y avait peu de chances qu'elle soit respectée. Elle prévoyait, là encore étalée dans le temps avec des étapes, elle prévoyait un retrait total de l'armée israélienne, de la bande de Gaza. Déjà, là-dessus, ça paraissait véritablement très angélique d'imaginer ça. Et ensuite, une libération massive des otages restant aux mains du Hamas. Et enfin, un cessez-le-feu prolongé, ad vitam aeternam, et on entrait dans la 3e phase qui était celle de la reconstruction de la bande de Gaza. Donc là, sans surprise, Benyamin Netanyahou a laissé un mini-succès diplomatique à Trump, mais c'est tout. Et après, évidemment qu'il refusait d'appliquer la 2e phase. Et le Hamas aussi a tout fait pour, même s'il a respecté à peu près le cessez-le-feu, a tout fait pour que ça se passe mal. Parce que, d'une part, alors il y a d'abord un jeu assez simple, si vous voulez. Le Hamas refuse de libérer un nombre significatif d'otages, comme il devait le faire. Il refuse tant qu'Israël ne s'engage pas à mettre fin à la guerre. Et de son côté, Israël, c'est très simple, refuse de prendre un pareil engagement tant que le Hamas est au pouvoir à Gaza. Voilà, réponse du berger à la bergère. Ajoutez à ça l'ambiance créée par la manière dont le Hamas a rendu les cercueils des otages morts, et notamment de 2 enfants, d'une famille avec 2 petits-enfants, avec orchestre, musique, défilé, etc. Une sorte de mise en scène absolument obscène. Et donc, voilà, on en est là. La guerre a repris avec une intensité qu'elle n'a jamais eue pendant les 16 ou 18 mois de bombardement passés. Jamais il n'y a eu autant de frappes en si peu de temps avec des missiles de pareille importance ou des bombes de pareille importance. Donc voilà où on en est. Comme vous l'avez dit aussi, il y a une opération terrestre qui est en cours. Je précise qu'il resterait à ce jour 59 otages israéliens retenus par le Hamas, dont 35 seraient considérés comme morts. Il s'agirait donc de récupérer uniquement les corps, les dépouilles. Ce que vous nous dites là, Alain, c'est que finalement, personne ne voulait de cette trêve, ou en tout cas n'avait la volonté de l'appliquer concrètement, et qu'on est un peu dans cette boucle infernale où le Hamas dit « nous on libère les otages si vous arrêtez la guerre », et Israël dit « nous n'arrêterons pas la guerre tant que vous avez nos otages ». On ne s'en sort pas. On s'en sort pas, et en fait, il y a une seule image qui compte là-dedans, si vous voulez. L'administration Trump n'a pas prévu, n'a pas voulu prévoir, n'entre pas dans les détails, mais ce qui a compté, c'est que à chaque libération d'otages,
Le Hamas est apparu comme étant en maître, comme étant le patron de la bande de Gaza. À chaque libération d'otages, le Hamas est encore la puissance politico-administrative, qui administre, c'est un grand mot, enfin, qui a à peu près le contrôle de la bande de Gaza. C'est qui est un élément clé et qui était assez prévisible, d'ailleurs, Ici même, on a raconté, on a expliqué, en citant une palanquée d'experts israéliens, pas seulement israéliens, mais notamment israéliens, que l'expression « éradiquer le Hamas » ne veut pas dire grand-chose, ni sur le plan militaire, ni sur le plan politique. Jean-Marie, Donald Trump soutient pleinement cette nouvelle offensive d'Israël. La Maison-Blanche a publié un communiqué pour le dire cette semaine. Est-ce que Benjamin Netanyahou est revigoré ou sinon conforté par cet appui de Trump qui le soutient au-delà même de ses espérances peut-être? On se rappelle l'expression « faire de Gaza la Riviera du Moyen-Orient ». Est-ce que cela laisse le champ libre à Benjamin Netanyahou, peut-être plus que quand c'était Joe Biden qui était aux manettes? Sûrement, parce que ce qu'on voit là, c'est que Netanyahou manœuvre avec la bénédiction ou le laisser-faire de Donald Trump. Alors au premier plan, en effet, comme l'a rappelé Alain, dans un premier temps, Trump a enregistré un succès avec la trêve. Il pouvait considérer que le rôle de son négociateur, le fameux entrepreneur immobilier qui négocie pour lui, avait bien réussi les choses. Dans un deuxième temps, la guerre reprend et je pense que c'est un moment très important en fait. J'observe d'abord que le président israélien a protesté contre le déclenchement des opérations par Netanyahou. J'observe ensuite qu'une bonne partie de la société israélienne se mobilise contre le Premier ministre en expliquant et en comprenant que cette guerre qui reprend, pour les raisons qu'on vient de développer, cette guerre qui reprend est dans l'intérêt politique du Premier ministre et que ça lui permet d'échapper à un processus judiciaire qui était en voie de le rattraper. Et donc à partir du moment où il redevient chef de guerre, il redevient protégé d'une certaine façon. Il enregistre en même temps le retour de l'extrême droite au sein même de ce gouvernement. Et justement, Israël agit avec les méthodes de l'extrême droite. Et là, on ne peut pas ne pas s'arrêter un moment sur ce qui se passe sur le terrain, parce que c'est aberrant, ça nous paraît aberrant et ça nous paraît extraordinairement scandaleux parce que c'est une façon, Israël applique, le gouvernement Netanyahou demande à son armée d'appliquer quelque chose qui est fondamentalement contraire au droit de la guerre et au droit international, c'est-à-dire une punition collective. On voit bien à travers les images que tout est effondré, tout est rasé quand ce sont des bâtiments qui sont des bâtiments civils, qui abritent des civils, même si il est vrai que, évidemment, certains responsables du Hamas sont parmi ces civils. D'ailleurs, l'armée israélienne ne manque pas de faire la liste des responsables, commandants, sous-commandants, qui sont finalement éliminés dans cette période de bombardement, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est les victimes civiles, le spectacle qui est donné, la prochaine étape étant la conquête de la Cisjordanie, et probablement la réannexion de la Cisjordanie. Ça pose le problème du regard qu'on peut porter sur Israël et que, de par le monde, le regard sur Israël risque de changer. Ça peut être un drame terrible pour Israël, qui est quand même considéré à juste titre par beaucoup de pays, dont les nôtres, comme une entité qu'il faut protéger, une entité qu'il faut défendre, une entité qui est née de la Deuxième Guerre mondiale et qui est née avec l'assentiment de nos pays, à l'époque l'URSS, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, et les événements du 7 octobre, qui étaient une ignominie de la part du Hamas, justifient qu'Israël se soit défendu, il justifie qu'Israël se soit lancé à l'assaut du Hamas. Mais rappelez-vous, quand Joe Biden est arrivé aussitôt sur place, il a dit à Netanyahou, ne faites pas les mêmes erreurs que nous. Nous avons fait des erreurs avec l'Irak, nous avons cherché de la vengeance. Ne cherchez pas à vous venger. Punir, oui, mais venger, non. Et là, ce à quoi on assiste, c'est une énorme punition collective qui est infligée par Israël à ce qui reste des habitants de Gaza, dont on se demande à quoi ils sont condamnés. Ils sont condamnés à quoi? À errer au milieu des ruines. Et donc ça, c'est un spectacle qui risque de remettre en cause l'image d'Israël, la force qu'avait l'image d'Israël, et à la limiter à une fraction d'extrême droite qui est au gouvernement en Israël et qui est au gouvernement aussi aux États-Unis. C'est à très courte vue. À moyen long terme, je crains beaucoup pour la dégradation que cela porte, le changement que cela porte dans le regard que l'on porte sur Israël. Et de ce point de vue-là, je comprends très bien, et j'adhère aux protestations du président israélien, du président Herzog, qui a aussitôt dit qu'il n'était pas d'accord et qu'il protestait contre ce mode d'action.
Protestation du président israélien, protestation aussi des familles des otages et probablement d'une partie, large ou pas, dites-le nous Alain, de la population israélienne. Est-ce qu'elle soutient le Premier ministre ? Alors, protestation du président Yitzhak Herzog, je vais le citer. Il a dit « Je suis profondément troublé par la reprise des frappes sur Gaza. Il est impensable de reprendre les combats tout en poursuivant la mission sacrée qui est la nôtre de rapatrier nos otages. » Parce que le choix, il est là. Il y a des Israéliens qui pensent que la priorité, c'est les otages. Et si pour avoir les otages, il faut négocier avec le Hamas, il est déjà arrivé à Israël de négocier avec des terroristes, et quelquefois encore pire que le Hamas, si c'est possible. Et la priorité, c'est les otages. C'est visiblement pas la priorité de Benjamin Netanyahou, pour des raisons, ou entre des raisons de politique intérieure, d'ailleurs, puisque la reprise de la guerre a automatiquement conforté sa majorité, puisqu'un des partis d'ultra-droite qui avait quitté la coalition droite-ultra-droite est revenu dès l'instant que le gouvernement reprenait la guerre. Et a dit, je resterai, c'est Ben Gvir a dit, je resterai, Itamar Ben Gvir, je reviens au gouvernement puisque la guerre reprend et j'y resterai tant qu'elle durera. Donc, il consolide sa majorité, mais dans les sondages, il est très faible. Parce qu'une partie de l'opinion publique assez large ne le soutient pas et le manifeste avec une constance et une résistance dont nous ne parlons pas assez. Ce sont des manifestations qui rassemblent quelquefois des centaines de milliers de personnes. L'équivalent français serait des millions de personnes. Et donc, grande manifestation ces dernières 48 heures, l'une à Tel Aviv, l'autre à Jérusalem, avec deux thèmes. Premièrement, priorité à la libération des otages. Et deuxièmement, lutte contre le tournant de plus en plus illibéral que prend le gouvernement Netanyahou. Alors, il est faible dans les sondages, sa majorité est confortée, donc ça éloigne la possibilité d'être mis en minorité au Parlement, à la Knesset, ça éloigne la possibilité d'élections anticipées. Les prochaines élections sont prévues pour octobre 2026, donc vous voyez, ça lui laisse du temps. Donc voilà, évidemment, naturellement, c'est difficile de prévoir quoi que ce soit, surtout au Moyen-Orient, mais voilà un peu la physionomie politique côté israélien. Il faut rappeler aussi que dans le même temps, le Premier ministre se débarrasse du patron de l'organisme de sécurité. Le Shin Bet. Alors en l'accusant d'être en partie responsable, faute d'avoir bien surveillé les choses des massacres du 7 octobre, alors que en fait, tout le monde considère que par ce biais, Netanyahou bloque une enquête du Shin Bet sur les conditions dans lesquelles cet épisode a pu se produire. Et cette enquête mène quand même, d'une façon ou d'une autre, à la responsabilité de Netanyahou. C'est un peu comme si, c'est d'ailleurs un peu ce qui se passe aux États-Unis, parce que le Shin Bet, c'est l'équivalent du FBI. Donc le FBI ou le Shin Bet enquêtant sur ces événements et arrivant à une part de responsabilité de Netanyahou vire le patron du Shin Bet et voilà, circuler, il n'y a plus rien à voir. Et ça fait partie aussi du contexte qui éloigne d'ailleurs de l'avis d'un certain nombre d'observateurs israéliens, de journaux israéliens. Ça éloigne Israël de l'état de droit qui aurait dû continuer de prévaloir et qui ne prévaut plus avec Netanyahou. Perte de cette prévalence de l'état de droit. Vous disiez aussi tout à l'heure le regard que peuvent porter les autres pays sur Israël et les opérations que mène Benjamin Netanyahou. C'est un peu l'éternelle question, mais je la pose quand même. Que peut faire la communauté internationale ? Est-ce qu'elle fait quelque chose ? Est-ce qu'elle fait suffisamment ? L'expression communauté internationale qu'on a beaucoup employée à partir des années 1990 à la suite de la chute du mur de Berlin, on pensait que puisqu'on était sorti du conflit américano-soviétique, la communauté internationale, c'est-à-dire l'ONU, l'institution qui est supposée être la communauté internationale, qui naturellement est faite de gouvernants, et donc l'ONU n'est faite que de ce que décident les gouvernements. L'ONU n'a pas de prise de décision autonome. Ça n'existe pas. Les gens qui disent l'ONU ne fait rien, l'ONU ne fait rien. Non. Ça veut dire les grandes puissances ne font rien, les moyennes puissances ne font rien, les majorités ne font rien. Donc l'ONU en soi, elle est ce qu'est la vie internationale. Eh bien, l'ONU, en fait, on voit bien que non, que pas plus les États-Unis, que la Russie, que les majorités qui peuvent se dégager ici et là à l'Assemblée de l'ONU et l'Assemblée générale de l'ONU, c'est-à-dire à l'Assemblée générale, vous savez, elle prend des résolutions politiques, donc d'ordre purement symbolique,
symbolique, ce n'est pas opératoire. Et le Conseil de sécurité, ça devrait être opératoire. Il est chargé du maintien de la paix, mais lui aussi, il est paralysé. Il est paralysé par l'opposition. En l'espèce, vous me demandez qu'est-ce qu'elle fait en l'espèce, je vous dirais que c'est pathétique ce qui s'est passé, si on peut parler d'une communauté internationale. Vous aviez d'un côté les États-Unis, qui la plupart du temps, de toute façon, collaient à la politique menée par le gouvernement israélien. Vous aviez la France et la Grande-Bretagne qui, de temps en temps, votaient dans un sens ou s'abstenaient. Et puis, vous aviez la Chine et la Russie ensemble qui, elles, dès qu'il y a eu le 7 octobre, ont vu l'occasion de discréditer l'ensemble des pays qui soutenaient Israël, c'est-à-dire de discréditer les Occidentaux, et la Russie et la Chine se sont refusés à condamner fermement et clairement le terrorisme du Hamas, espérant isoler les Occidentaux dans leur soutien à Israël et rallier le plus grand nombre possible de pays de ce qu'on appelle le Sud global. Il faut dire les choses comme elles sont. Les Chinois et les Russes ont assez bien réussi dans leur opération. Voilà ce qu'on peut appeler la réaction de la communauté internationale. Paralysie, exploitation politique et finalement, ça n'existe pas. Alors parallèlement, dans la communauté internationale aussi, il y a une entité qui regroupe les pays arabes. Et les pays arabes, en effet, se sont réunis et ont déterminé un plan qui est un plan qui a intéressé des chancelleries comme la France ou la Grande-Bretagne, mais qui évidemment n'intéresse ni Donald Trump ni Vladimir Poutine. Et c'est un plan à long terme dont on pouvait penser que c'était la bonne direction. Ce sont les fameux accords d'Abraham. Ça renvoie au premier mandat de Donald Trump et qui ont conduit un certain nombre de pays arabes qui entourent Israël à reconnaître Israël. Il manquait la reconnaissance de l'Arabie saoudite. Et les événements du 7 octobre ont bloqué la reconnaissance de l'Arabie saoudite. Mais j'allais dire, même si ce processus reprend positivement et que l'Arabie saoudite finit par reconnaître Israël, tout cela est assis sur des gouvernements qui sont à la tête de pays, je pense notamment à l'Égypte, qui sont à la tête de pays à la démographie galopante. Et donc, à terme, je veux dire, ces gouvernements seront un jour ou l'autre menacés. Et donc, si entre-temps, le problème de l'État palestinien n'est pas réglé, la théorie des deux États ne devient pas réalité, eh bien, toute une partie de ce monde-là va continuer à détester Israël et va se retourner contre Israël, qui sera à ce moment-là bien petit et bien esseulé. Donc, si on se projette avec ces images de la démographie de ces pays, on peut se dire que c'est vraiment Netanyahou embarque son pays dans un très très mauvais calcul, puisqu'il s'oppose à ce que l'on aboutisse à deux États, un État palestinien, un État israélien, avec des accords de paix qui aussi engloberaient toute la région. C'est l'inquiétude supplémentaire que l'on peut avoir, me semble-t-il. Et une peut-être dernière inquiétude, s'il en fallait encore une, tout ça se passe dans un environnement régional très chaud et très mouvant. La Syrie est en reconfiguration. Les rebelles Houthis ont à nouveau lancé un missile balistique en direction d'Israël depuis le Yémen cette semaine. Tout ça aussi, Alain, manifeste un environnement très dégradé et dangereux pour Israël. Oui, on a toujours le sentiment, vous savez, le Moyen-Orient, c'est à la fois très compliqué, parce qu'il y a plein de problèmes très différents les uns des autres, et il n'y a pas une seule cause qui provoque la violence ou les difficultés. Au Moyen-Orient, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Mais c'est assez simple, c'est que quand il n'y a pas une négociation, le vide laissé par l'absence de négociation, quand on s'attaque pas aux problèmes sérieusement, quand on laisse comme ça dormant tous ces conflits, c'est la violence qui revient un jour ou l'autre. Violence en Syrie avec le nouveau régime qui a été incapable d'empêcher des milices de perpétrer des massacres abominables. Les Alaouites, c'est la communauté à laquelle appartenait la famille Al-Assad qui a régné sur la Syrie, donc violence abominable. Vous avez les Houthis du Yémen, alors c'est une milice yéménite très engagée dans une rhétorique anti-israélienne, etc., et qui est un peu à la façon de la Corée du Nord. Les Houthis adorent tirer des missiles. Alors ils tirent des missiles. Encore hier soir, alerte aux missiles du côté d'Israël, tirés depuis la mer Rouge. Évidemment, les Américains disent la vérité. Trump a dit la vérité. Il a dit, écoutez, ça sert à rien de s'en prendre aux Houthis. Sans l'Iran, sans l'appui logistique des Iraniens, parce que
Les Houthis tirent leurs missiles à partir de renseignements fournis par l'Iran, par des bateaux iraniens notamment. C'est comme ça qu'ils arrivent à tirer à peu près sur tout le territoire israélien, entre autres. Donc ils tirent des missiles. Vous avez la Turquie où le régime de Erdogan accentue son illibéralisme ou son côté dictatorial. Et enfin, vous avez aussi la question du nucléaire iranien à laquelle l'administration Trump est confrontée parce qu'elle a très largement, en quittant l'accord international, celui-là, signé en 2015, elle a très largement contribué à exacerber la question iranienne, c'est-à-dire à faire que les Iraniens progressent sans cesse dans l'enrichissement de l'uranium, au point d'avoir une dose d'uranium enrichi capable, en quelques semaines ou en quelques mois, capable de constituer une ogive nucléaire. Ça ne veut pas dire qu'après, il faut mettre l'ogive sur une fusée, c'est un processus assez long et assez compliqué. Mais vous voyez, toutes ces questions ne sont pas résolues. Aucune de ces questions ne sont résolues. Cette notion de crise n'existe pas au Proche-Orient parce qu'elle supposerait une normalité qui n'existe pas non plus. Merci beaucoup Alain Frachon, merci Jean-Marie Colombani pour ces éclairages. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Et entre-temps, mardi prochain, vous découvrirez dans ce flux l'interview du Monde devant soi consacrée à la Syrie. Merci Hélène. Merci Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.